Merci. Bonjour à tous. Et je remercie la Fondation ARCEP et les organisateurs de m'avoir permis de vous présenter ce sujet qui est la stimulation de la remyélinisation par l'activité électrique neuronale. Donc justement, ça fait référence un petit peu à la question qu'une des personnes ici vient de poser concernant les capacités de remyélinisation, c'est-à-dire de réparation, de régénérescence de la myéline. Alors, pour faire le lien avec la présentation d'Hélène Zéphir juste avant, qui vous a, je ne sais pas s'il y a un pointeur, oui, qui vous a parlé beaucoup du système immunitaire et de la cible, ou en tout cas de l'environnement inflammatoire qui se développe dans le système nerveux central. La cellule dans notre système nerveux central qui fabrique la myéline, cette gaine autour des fibres nerveuses, c'est une cellule qu'on appelle oligodendrocyte. Et c'est elle qui va être absente, détruite dans la plaque, dans la lésion de sclérose en plaques. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans notre cerveau, on a des cellules, elles sont déjà présentes, elles sont déjà là, qui sont en fait des précurseurs d'oligodendrocytes et qu'on va être capable, en tout cas qu'on imagine pouvoir éventuellement stimuler pour aller favoriser la réparation, la remyélinisation. Alors pourquoi c'est important de favoriser et d'essayer de développer des stratégies thérapeutiques pour favoriser cette réparation? Parce qu'un neurone, que vous pouvez voir ici, un neurone qui va avoir perdu sa myéline, sa gaine de myéline, va avoir tendance lui-même à être plus fragile et donc éventuellement à dégénérer. C'est toute la partie composante neurodégénérative de la sclérose en plaques qui fait que d'ailleurs cette maladie a bien été intégrée au plan maladie neurodégénérative, comme vous l'a expliqué le professeur Clanet tout à l'heure. Donc ici vous avez une image d'un neurone qui a perdu à certains endroits sa myéline et vous voyez que ce neurone, cette fibre nerveuse s'est interrompue et forme des boules, des sortes de boules axonales qui signent quelque chose d'un petit peu irréversible. Une fois que le neurone a dégénéré, on va avoir évidemment beaucoup plus de mal derrière pour aller continuer à faire passer l'influx nerveux, évidemment. Donc ce qu'il faudrait, c'est essayer de prévenir cette neurodégénérescence. Et pour ça, si on arrive à, le plus rapidement possible, favoriser la remyélinisation, on pourrait à long terme prévenir la neurodégénérescence, qui elle-même est certainement l'un des substrats les plus importants de la survenue du handicap à long terme. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà spontanément, comme les questions ont été posées tout à l'heure, spontanément, on a déjà dans notre cerveau, suite à une agression, des capacités de remyélinisation qui existent. Dans des lésions de sclérose en plaques, on a certaines lésions pour lesquelles on a, donc ici vous avez une coupe de cerveau avec une coloration en bleu de la myéline. Ici, c'est la partie externe, le cortex du cerveau, et en bleu, la partie de la substance blanche, là où il y a le plus de myéline. Et ici, vous avez des plaques de sclérose en plaques où il n'y a pas de myéline, ou peu de myéline, et puis certaines plaques qui sont un peu bleues, un peu plus foncées que les autres plaques, dans lesquelles on a une reconstitution de cette myéline, qui n'est pas complètement la même qu'une myéline, que la myéline non agressées, qu'on appelle les shadow plaques, des plaques ombrées. Donc déjà, spontanément, on a, lorsqu'une lésion de sclérose en plaques survient, certaines lésions qui vont peu se réparer et puis d'autres lésions qui vont mieux se réparer. Et lorsque donc, il y a une démyélinisation, si la remyélinisation survient, on peut protéger les fibres axonales. Lorsque il n'y a pas de remyélinisation, on peut avoir une perte axonale et un risque de progression du handicap. Donc ça, c'est pour vous illustrer le fait que c'est vraiment une stratégie importante. Alors, sur le plan des mécanismes, je ne vais pas les détailler peut-être autant que ça, parce que je voulais vous présenter surtout ce qu'on va développer comme essai thérapeutique dans cette idée-là, mais juste pour vous rappeler ou pour vous expliquer les différentes étapes qui sont nécessaires pour passer d'une cellule, d'une cellule précurseur d'oligodendrocyte vers un oligodendrocyte mature qui a refabriqué de la myéline. Il faut d'abord activer ces cellules précurseurs d'oligodendrocyte, il faut les recruter, et donc c'est-à-dire que les cellules, elles ne vont pas être dans la plaque, dans la lésion de sclérose en plaques, elles sont ailleurs, ou en périphérie, ou un peu plus loin, et donc il va y avoir nécessité qu'elles migrent vers le site de la lésion. Elles vont devoir changer d'état, c'est-à-dire si elles restent précurseurs d'oligodendrocytes, elles ne vont pas refabriquer de la myéline, on va les changer d'état et les faire maturer
pour qu'elles deviennent des oligodendrocytes. Et ensuite, elles vont refabriquer des feuillets qui vont s'enrouler autour de la fibre nerveuse. Donc voilà toutes les étapes que l'on connaît, que les chercheurs ont identifiées. Et les chercheurs ont identifié un certain nombre de cibles moléculaires qui vont favoriser chacune de ces étapes. En étudiant le processus naturel de myélinisation, on est capable d'identifier quels sont les différents acteurs au niveau des molécules qui permettent de favoriser chacune de ces étapes. Et c'est comme ça que certaines stratégies, certains médicaments commencent à émerger qui vont cibler spécifiquement qui vont permettre d'accélérer, on va dire, certaines étapes, en particulier la maturation, par exemple, avec un médicament récent qui commence à être testé dans les essais cliniques. Alors, nous, notre stratégie là, pour favoriser la remyélinisation, en tout cas une des stratégies possibles, est issue en fait de travaux de l'équipe de Catherine Lubetsky, qui ne sont pas si jeunes que ça. Ces travaux-là, vous voyez la publication... Non, Catherine, non, les travaux sont relativement anciens, on va dire. C'est trop tard, c'est dit. Voilà. Qui ont démontré que si on bloquait l'activité électrique du neurone par une toxine, qu'on appelle la tétrodotoxine, en fait, on inhibe le processus de myélinisation. Et puis, il y a eu d'autres travaux en dehors de l'équipe de Catherine, et donc des travaux un peu plus récents qui ont remis un petit peu à l'actualité, une actualité maintenant très brûlante sur le lien entre l'activité électrique des neurones et la possibilité, la stimulation de la remyélinisation. Alors là, c'est un travail au cours du développement qui montre que déjà, il faut savoir que quand la myélinisation, elle se fait au cours des premières années chez l'homme, et quand le bébé naît, il a très peu de myéline au départ. Et puis la myélinisation se fait au cours des premières années, elle se commence déjà aussi en in utero. Mais donc on peut aussi étudier la myélinisation de façon normale avant d'étudier également la remyélinisation après une agression par notre système immunitaire. Donc là, au cours du développement, il y a des chercheurs qui ont essayé de stimuler électriquement grâce à un système qu'on appelle l'optogénétique, avec une sorte de lumière qui nous permet de stimuler sélectivement certains neurones pour être sûr que c'est bien sur ces neurones-là qu'on va pouvoir mesurer l'augmentation de la remyélinisation. Et donc ces chercheurs ont démontré qu'en stimulant spécifiquement ces neurones moteurs, on augmentait le nombre et la prolifération et la différenciation des cellules précurseurs d'oligodendrocytes. Donc le lien entre les deux était démontré expérimentalement dans le processus de myélinisation. Et puis d'autres chercheurs, dans un contexte cette fois-ci de remyélinisation, donc après une lésion démyélinisante, ont également montré que l'activité neuronale électrique, c'est une sorte de fibre électrique, le neurone, favorisait également la remyélinisation avec différents mécanismes que je ne vais pas forcément détailler, mais il y a différents mécanismes qui ont été étudiés pour essayer de comprendre le lien direct entre l'activité électrique neuronale et la remyélinisation. Alors à partir de ces travaux, il se trouve qu'il y a quelques temps, il y a 2 ans je pense, il y a eu, avec l'organisation ECTRIMS, qui est un congrès international vraiment centré sur la sclérose en plaques, qui organise régulièrement des écoles d'été sur un sujet précis. Et il y a eu en 2015 une école d'été centrée sur la remyélinisation avec des groupes d'étudiants qui ont fait une sorte de brainstorming pour essayer d'imaginer un projet de recherche innovant sur la sclérose en plaques. Donc il y avait différents ateliers, et un des groupes d'étudiants futurs chercheurs ou enseignants-chercheurs a pensé à imaginer comment est-ce qu'on pouvait, chez l'homme, faire une translation entre ces travaux préliminaires chez l'animal et de les translater chez l'homme pour essayer de favoriser l'activité électrique neuronale, pour favoriser la remyélinisation. Et d'ailleurs, c'est le groupe d'étudiants qui a gagné, on va dire, le sorte de petit concours lors de cette école d'été de l'ECTRIMS. Alors, on a effectivement continué à travailler sur cette idée de stimuler l'activité électrique neuronale chez l'humain, pour essayer de montrer qu'on est également capable de favoriser, grâce à ça, la remyélinisation. Et ce qu'il faut savoir, c'est que notre cerveau, il
est assez complexe, donc pour aller identifier spécifiquement une voie neuronale, on ne peut pas faire un petit système d'optogénétique, c'est un petit peu plus compliqué. Par contre, on a un appendice de notre système nerveux central qui est le nerf optique, qui fait partie du système nerveux central. Et cet appendice, donc le nerf optique, il est beaucoup plus accessible pour mesurer l'activité neuronale. C'est-à-dire que si on met des capteurs sur notre cerveau, par exemple en électroencéphalogramme, on est capable de voir l'activité électrique, mais ce n'est pas très précis en termes de localisation. Par contre, le nerf optique, avec des capteurs, des stimulations et des capteurs au niveau du cortex visuel, on est tout à fait capable de mesurer à quel point notre nerf optique fonctionne. Et il se trouve que dans 20% des cas, des premières poussées de sclérose en plaques, elles peuvent se manifester par une névrite optique, c'est-à-dire une inflammation du nerf optique avec une perte de la gaine de myéline au niveau du nerf optique. Donc nous avons choisi de spécifiquement tester cette hypothèse expérimentale dans le nerf optique, chez les patients qui vont avoir une névrite optique. Et donc on va, avec un appareil, je vais vous détailler un petit peu ça, stimuler électriquement le nerf optique et ensuite essayer de mesurer, puisque c'est un système accessible, à quel point cette stimulation du nerf optique va pouvoir favoriser la remyélinisation et donc une conduction du signal nerveux rapide et plus efficace en amplitude. Alors pour ça, donc nous avons comme projet qui est soutenu par la Fondation ARCEP de réaliser un essai clinique chez les patients qui vont présenter une névrite optique à la phase aiguë, donc c'est-à-dire dans les semaines qui suivent la névrite optique, pour stimuler le nerf optique chez ces patients-là. Et puis pour être capable de dire si oui ou non c'est bien la stimulation électrique qui stimule la remyélinisation, comme en plus il y a des processus spontanés de remyélinisation, on va comparer des patients qui vont avoir la stimulation électrique et des patients qui ne vont pas avoir la stimulation électrique. Et ensuite, à distance, on va mesurer les paramètres de conduction nerveuse et puis d'autres paramètres en IRM qui nous permettent aussi de mesurer la plasticité cérébrale et nos capacités de réparation. Donc voilà le design, on va dire, de l'essai clinique que nous envisageons et qui devrait débuter très prochainement. Je vais vous expliquer un petit peu après les étapes qui nous restent à franchir. Donc nous allons proposer cette étude aux patients qui ont fait une névrite optique suffisamment sévère tout de même pour justement pouvoir mesurer des capacités de réparation. Alors il y a un processus quand on fait un essai clinique qui s'appelle une randomisation, ça s'appelle un tirage au sort pour de façon complètement neutre, anonyme, etc. Aller tirer au sort, on va dire, la personne qui aura la stimulation électrique du nerf optique ou alors une stimulation fantôme, on appelle ça en anglais. Et sans que ni le patient ni le médecin qui fait la recherche ne le sache. Donc il y a quelqu'un d'indépendant qui décide, on va dire, du bras de traitement. Ensuite, on va faire la stimulation électrique sur plusieurs séances. Et puis ensuite, à 3 mois, 6 mois et 12 mois, on mesurera les paramètres au niveau du nerf optique et d'autres paramètres, comme je vous l'ai expliqué. Alors cette étude, puisqu'on travaille sur le nerf optique, va se faire en étroite collaboration avec les ophtalmologues de l'hôpital des 15-20 et de la Pitié-Salpêtrière. Voilà, alors ça c'est le système de stimulation du nerf optique. Alors pour réaliser des essais cliniques, on a vraiment des contraintes réglementaires importantes et c'est normal pour assurer la sécurité des patients. Et donc là, pour stimuler le nerf optique, nous avons identifié un appareil qui est développé par une firme allemande qui a déjà été utilisé pour d'autres indications plutôt ophtalmologiques, des maladies de la rétine, qui n'est pas utilisé en France, en tout cas en clinique courante, mais qui est utilisé déjà en Allemagne et surtout qui est marqué, qui a un marquage CE, donc qui a déjà fait des études antérieures pour assurer, on va dire, que ce système de stimulation est sûr et n'entraîne pas d'effets secondaires particuliers. Et donc c'est un système qui est couplé à une sorte d'ordinateur ici, où on a des lunettes qui vont être apposées sur la peau et qui vont passer un petit courant électrique. C'est tout à fait indolore, mais ça va donner des petites décharges électriques au niveau du nerf optique qu'on est capable de mesurer. Et donc ces décharges électriques vont passer à travers l'œil et ensuite à travers le nerf optique et sur tout le circuit des voies visuelles. Voilà, donc ça c'est l'appareil qu'on va utiliser
utilisé. Et donc pour terminer, je vous présente un petit peu les prochaines étapes concernant ce protocole de recherche clinique. Donc nous, sur le plan scientifique et technique, on a encore, on va dire, à travailler sur le protocole exact, en particulier les paramètres de stimulation qu'on va utiliser pour l'appareil. Et pour ça, on va travailler évidemment avec les personnes qui l'ont déjà utilisé pour d'autres indications. Et puis, on a un certain nombre d'outils d'évaluation de la remyélinisation que nous allons essayer de développer. Alors, d'une part pour cet essai clinique, mais pour les autres essais cliniques. Là, je vous présente une des voies possibles pour favoriser la remyélinisation, mais il y en a bien d'autres qui sont en train d'émerger. Et il faut que nos outils d'évaluation des patients soient performants et soient suffisamment discriminants pour voir s'il y a un effet ou pas de notre stratégie thérapeutique. Et donc, on va dire profiter de cet essai clinique pour essayer de mettre au point des outils innovants qui nous permettent de bien mesurer la remyélinisation elle-même. Donc ça va être des choses qui vont aussi faire partie de nos évaluations. Et puis, on en a parlé un tout petit peu sur le plan administratif et réglementaire pour réaliser un essai clinique, pour assurer à la fois des conditions d'éthique irréprochables, des conditions de sécurité pour les patients. On doit faire les essais cliniques dans un contexte réglementaire des bonnes pratiques de recherche clinique avec un certain nombre d'étapes réglementaires, soumission aux autorités de santé, soumission au comité d'éthique. Donc tout ça est en cours. Et puis, il y a toute une logistique à organiser. Donc, petit à petit, exactement, on va monter encore ces quelques étapes qui nous restent. On espère commencer l'essai clinique en 2018. Voilà, donc je voulais remercier, avant de laisser place à vos questions, bien sûr, la Fondation ARCEP, les donateurs et bien évidemment les patients qui participent aux essais cliniques, et puis toutes les équipes de recherche et cliniques qui sont impliquées dans ce travail. Et merci pour votre attention. Merci beaucoup Céline. Alors je me doute qu'il va y avoir beaucoup de questions dans la salle et je sais qu'il y a aussi pas mal de questions par Internet. Alors on va se prendre un petit peu de temps, mais pas trop quand même. Voilà, première question devant. Bonjour, merci. Écoutez, pour moi, je dirais que vous arrivez un peu trop tard, 14 ans trop tard. Moi, j'ai deux névrites sévères qui m'ont rendue malvoyante. Et ces informations sont précieuses pour qui seront touchés et pourront donner de l'espoir. Mais moi, ma question, c'est de savoir si malgré ce qu'a dit le professeur Lubelski et vous sur les patients qui déclareraient des névrites, ceux qui sont installés dans ces névrites déjà depuis plusieurs années pourraient bénéficier éventuellement de ces stimulations pour voir si ça peut faire récupérer un petit quelque chose visuel. Merci pour cette question. Alors, dans le cadre de cet essai thérapeutique, comme vous l'a dit le professeur Catherine Lubelski, on va avoir des critères d'inclusion très, très stricts parce qu'effectivement, l'essai clinique, en fait, on peut le faire qu'une fois. Et donc, s'il est négatif, on aura en fait carrément invalidé toute une stratégie. Et c'est vrai qu'il faut vraiment se donner le maximum de moyens pour que s'il est négatif, on soit sûr qu'il soit négatif parce que la stratégie ne marche pas. Alors en revanche, sur les névrites optiques, effectivement, à un stade plus chronique, il y a aussi d'autres essais qui ont été développés. Et je pense à un essai qui est réalisé à San Francisco avec un médicament qui s'appelle la clémastine, qui était fait à un stade... alors c'était aussi une preuve de concept, c'était vraiment un essai très préliminaire, mais qui a montré un petit effet sur des paramètres de conduction. Alors sans que ça se voit forcément au niveau clinique, sans que les patients aient une amélioration clinique nette, mais il est aussi possible ou envisageable que certaines de ces stratégies puissent aussi être utiles aux patients à un stade plus chronique. Mais ça, c'est bien trop tôt pour le dire. Merci. Une question là, et puis ensuite on tâchera de répondre à des questions Internet. Oui, monsieur. Oui, bonjour. L'œil, on l'utilise toute la journée, donc il y a à mon avis, une stimulation naturelle. Et donc, en quoi il est nécessaire qu'apporte de plus une stimulation électrique par rapport à... Oui, c'est une très bonne question, effectivement, on l'a déjà posée. Pourquoi est-ce qu'on ne stimule pas simplement avec une image, etc. Alors, on n'a pas toutes les réponses là-dessus, mais probablement que le courant électrique direct va être plus efficace. En tout cas, c'est ce qui est supposé dans les maladies ophtalmologiques dans lesquelles c'est utilisé. On va aller vraiment de façon bien plus directe apposer l'activité électrique à un seuil un tout petit peu plus élevé que ce que c'est fait par la lumière naturelle.
Et ça pourrait, surtout dans un contexte, on va dire, où le nerf optique ne va pas très bien fonctionner, on va dire, passer juste au-dessus du seuil possible avec simplement la lumière naturelle. Donc on aurait peut-être une petite déficience que cet appareil... va essayer de compenser. Voilà. Alors c'est plutôt... On va favoriser le passage du courant électrique pour aller ensuite favoriser le recrutement des oligodendrocytes, des cellules précurseurs d'oligodendrocytes. Et ce qui est valable pour l'œil, ça doit être valable aussi pour les muscles, les jambes. Alors, effectivement, comme je vous disais, on se place d'abord dans un système neurologique accessible, en tout cas en mesure, mais effectivement, on pourrait tout à fait imaginer de stimuler d'autres systèmes. Et d'ailleurs, alors, c'est pas forcément de la stimulation, ça dépend un petit peu. Le système nerveux, ça peut être un peu compliqué, mais par exemple, dans d'autres maladies neurologiques ou après un accident vasculaire cérébral, par exemple, il y a des stratégies avec la modulation plutôt que la stimulation avec une sorte d'aimant, la TMS, Transmagnetic Stimulation, qui favorise la récupération, qui favoriserait la récupération. C'est encore très préliminaire après un accident vasculaire cérébral ou d'autres maladies comme des aphasies, d'autres maladies dégénératives. Donc on pourrait tout à fait imaginer que nous aussi, sur certaines voies particulières, la voie motrice par exemple, on pourrait imaginer ça. Mais on va déjà commencer par essayer de le démontrer sur le nerf optique. C'est vraiment le nerf optique dans tous les essais cliniques de remyélinisation. C'est vraiment le système pour le moment le plus utilisé. Pourquoi ? Parce qu'on a les potentiels évoqués visuels qui nous permettent de mesurer une conduction nerveuse de façon fiable et donc... Alors, peut-être, oui, avant une question, pas mal de questions qui défilent là, que je pourrais peut-être essayer de résumer en disant qu'est-ce qu'on peut faire pour favoriser la remyélinisation ? Est-ce que le mode de vie, l'activité physique, est-ce que l'âge intervient ? Est-ce que certains médicaments peuvent favoriser, le mot BDNF est apparu, est-ce que certains médicaments peuvent favoriser la remyélinisation ? On comprend bien que c'est une question plus large, comme ça a été évoqué. Alors, on a des données précliniques qui vont nous suggérer que certains facteurs peuvent favoriser la remyélinisation. Après, la preuve en pratique chez l'homme, elle n'a pas été forcément apportée. L'activité physique, c'est en tout cas in vitro et ensuite dans les modèles animaux, un des facteurs qui a été associé à une meilleure réparation après une lésion. Donc, si on fait courir, on va dire, des souris, par exemple, qui ont une lésion de sclérose en plaques ou de AE, on va favoriser la réparation par rapport à des souris qui vont être sédentaires. Mais là, c'est pareil, on n'a pas encore la preuve non plus chez l'homme. Toujours est-il que c'est tout à fait légitime d'essayer de favoriser l'activité physique. Est-ce que c'est via le biais de l'activité électrique, peut-être, ou via d'autres mécanismes pharmacologiques ? Pourquoi pas. Sur le mode de vie lui-même, on n'a pas non plus d'études vraiment suffisamment fortes pour favoriser un mode de vie plutôt qu'un autre. Et on n'a pas peu de données, en tout cas, sur la réparation myélinique et le régime alimentaire ou d'autres choses. Il y a des études concordantes ou discordantes. À l'heure actuelle, on ne propose pas spécifiquement de mode de vie particulier. Et est-ce qu'en prenant de l'âge, on perd ses capacités de remyélinisation ? Voilà, tout à fait. Un des autres facteurs, et ça c'est vrai que c'est connu cette fois-ci depuis quand même assez longtemps, c'est que nos cellules précurseurs d'oligodendrocytes, elles ne sont pas aussi faciles à mobiliser quand on est plus âgé que quand on est plus jeune. Et c'est vrai que les enfants, par exemple, ou les jeunes adultes qui commencent leur sclérose en plaques ont quand même des capacités de réparation de chacune de leurs lésions qui est bien meilleure. En même temps, il faut contrebalancer avec l'âge, après 50, 60 ans, l'activité inflammatoire elle-même va aussi avoir tendance à diminuer. Donc, bon, il y a des facteurs à... Et donc, est-ce qu'il y a actuellement des essais cliniques avec des candidats médicaments qui pourraient faciliter cette remyélinisation? Alors, donc dans les essais cliniques, il y a une des molécules qui est l'anticorps anti-LINGO, qui a déjà été testé dans deux études de phase 2. Il y a un essai clinique qui est en prévision, qui a déjà commencé dans certains centres, qui est en cours de mise en place, une phase 2. Alors dans les essais cliniques, on a différentes étapes. On doit d'abord démontrer sur un petit groupe de patients que cette molécule peut avoir un intérêt. Donc là, il s'agit d'aller bloquer une molécule qui bloque la maturation. Donc on va du coup lever ce verrou. Donc c'est en tout cas in vitro une molécule qui a permis de démontrer qu'on était capable de favoriser la maturation
à partir des cellules précurseurs d'oligodendrocytes jusqu'aux oligodendrocytes. Et ça, c'est voilà, un essai clinique qui devrait se mettre en place, mais on est encore sur une phase 2 pour les stratégies de remyélinisation. Alors, une question ici peut-être, oui. Oui, merci de me laisser la parole. Ma question, elle est un petit peu dans le sens de ce que vous avez évoqué pour la réparation de la myéline. Je ne comprends pas trop la fabrication, la refabrication de la myéline. Est-ce que c'est un circuit qui court-circuite la plaque ou alors c'est la myéline qui se superpose sur la plaque Alors, c'est une bonne question. En fait, la plaque, c'est vraiment à l'échelle macroscopique. C'est quand même, ça dépend de la taille des plaques, mais ça peut faire quelques millimètres ou éventuellement 1 centimètre ou 2, par exemple. Là, la myéline, c'est quelque chose de microscopique. C'est vraiment au niveau cellulaire, bien plus petit. La remyélinisation, elle va se faire à l'intérieur de la plaque par la migration de cellules qui viennent de la périphérie. Je ne sais pas si ça répond à la question. Oui, ça répond à une partie de la question. Et je reviens sur la question d'un auditeur qui parlait de stimuler autrement que le nerf optique. J'ai bien compris que vous mettiez une impulsion électrique sur l'œil pour voir si ça remonte, mais dans ce cas-là, comme vous en avez parlé aussi, plutôt que mettre une stimulation électrique, le fait de faire travailler un muscle, parce que moi je suis handicapé des membres inférieurs, donc si on arrive à stimuler un muscle du membre, est-ce qu'on peut remonter l'impulsion électrique jusqu'à... Pour le moment, pour refabriquer la myéline. Pour le moment, on n'a pas ce genre de preuve, mais la stimulation neuronale, le corps serait plutôt à partir d'un système qui serait plutôt à partir du cerveau ou d'autres endroits. On peut stimuler aussi les racines nerveuses, on peut stimuler la moelle épinière directement par des méthodes un petit peu proches de cette espèce d'aimant, la TMS, la stimulation magnétique, alors transcrânienne ou alors médulaire plus directement. Ça, ce sont des systèmes qui existent et ce serait plutôt un petit peu comme, oui, finalement, il y a la lumière, on a déjà une activité neuronale, là, il y a le mouvement, donc on a une activité neuronale. Là, on va essayer de stimuler cette activité, de passer vraiment au-dessus du seuil naturel. Donc, ce n'est pas forcément le mouvement lui-même qui va nous mettre au-dessus de cette activité neuronale, ça va être un système extérieur qu'on peut imaginer avec des électrodes ou avec un aimant, par exemple. Une toute dernière question. Ma question était un petit peu mécanique, mais c'est comme ça que je me l'imagine, quoi. Merci. Une toute dernière question. On a parlé de la stimulation électrique, de l'activité physique, potentiellement de l'alimentation. Je sais qu'à la Sainte-Pétrière, notamment, vous avez beaucoup bossé sur le rôle de la biotine récemment. Est-ce que vous pouvez nous faire le point sur cette biotine et les résultats qu'il y a eu ? Sur la biotine et sur la biotine et les résultats que vous avez obtenus. Sur les résultats de l'essai clinique ou sur le lien l'ensemble, le point. La biotine, c'est effectivement un traitement qui a été développé dont le mécanisme d'action serait plutôt sur le métabolisme du neurone lui-même. Alors, on n'a pas complètement toutes les clés pour savoir exactement sur quelle cible ce traitement peut fonctionner ou non. Mais sur la réparation myélinique, je n'ai pas la connaissance qu'il y ait de lien direct entre le traitement et la remyélinisation. L'idée est vraiment de mettre nos neurones en meilleure forme métabolique pour être un petit peu plus résistants, on va dire, à cette démyélinisation, à l'agression. C'est plutôt une stratégie peut-être neuroprotectrice, mais voilà. On n'a pas exactement le mécanisme d'action, et je crois que c'est en cours d'étude pour ce genre un petit peu in vitro, qu'est-ce qui se passe vraiment quand on donne de la biotine directement. Bien, merci beaucoup Céline, merci à tous pour vos questions.